Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous, il est 20 h et bienvenue du coup pour ce débrief de la seconde journée qui a vu le Stade de Reims ne savoir faire mieux qu'un partage des points contre Dunkerque, un but partout. Le scénario aurait pu être tout autre si un quart d'heure à 20 minutes avant la fin, le Stade de Reims n'avait pas littéralement explosé en vol, puisque le Stade de Reims, oui, menait 3 buts à 1 à l'entrée des 20 dernières minutes et bah, complètement craqué et a pris 2 buts et même un carton rouge. Bref, on va, débriefer tout ça. Il y aura deux-trois choses du mercato, que l'on a vu. Bien évidemment, on débattra de cela, pendant ce space. Mais d'abord, cap sur le match de Dunkerque. Hugo et Johan sont déjà là. Bonsoir à vous 2. Quel est votre, débrief de ce match-là, grossièrement, et avant de, bien évidemment, rentrer dans les détails un petit peu plus tard? Bah, Hugo, commence si tu le souhaites, hein, si tu es dispo, si tu es prêt, je te laisse commencer. Ouais, ça marche. Bonsoir à tous. Déjà, je pense qu'en tant que, si on était spectateur neutre, on aurait dit qu'on a vu un match avec un scénario, plutôt sympa. Mais en tant que supporter du Stade de Reims, c'est comme ça qu'on va le ressentir. Avec pas mal de frustration évidemment parce que, c'est vrai que bon, on fait pas un top début de match, en encaissant l'ouverture du score, mais on arrive à renverser une situation, qui était mal embarquée. En concédant l'ouverture du score, on a su égaliser tout de suite. C'est vrai qu'on a été un peu on va dire les 5-10 premières minutes il y avait une volonté d'aller vers l'avant, mais après ça s'est vite calmé. On a vite retrouvé les vertus de cette équipe dunkerquoise, pardon, qui nous avait déjà pas mal embêté la saison dernière, hein, parce qu'on avait pris que 1 point sur 6 face à elle. Même si là, elle avait beaucoup changé, mais elle avait toujours cette volonté de mettre de l'agressivité et d'aller vers l'avant, donc ça nous a mis en difficulté. Heureusement qu'on revient au bon moment. Et après, c'est vrai que on arrive à renverser la situation. Donc là, on se dit que c'est plutôt positif, qu'il y a une réaction, même si tout n'est pas parfait. Loin de là. Mais bon, au moins, il y a une réaction et on met des buts en étant, voilà, en se procurant quand même des situations, en étant dangereux, notamment par les centres de Guindo, qui est à l'origine du premier but enfin sur la passe D, qui est à l'origine du deuxième but, puisque c'est Kashi qui récupère son centre assez profond. Et en plus, sur le troisième but, on a un peu un brin de réussite avec une faute de main du gardien dunkerquois. Donc bon, on se dit que là, c'est plié, mais avec le Stade de Reims, c'est jamais plié. Donc ouais, bah on a commencé un peu à craquer au 3-2, et puis quand Dunkerque est revenu, et puis ce carton rouge, hein, évidemment, pour moi, c'est là que, plus qu'au 3-2, c'est là que l'équipe a basculé dans les nerfs, dans la perte de ses émotions. Pourtant, on le sait qu'il y avait un arbitre sur le terrain, un arbitre qui a une moyenne de cartons par match élevée. Donc, je sur ce coup-là, même s'il y a des décisions qu'on pourrait contester, je comprends pas qu'on ne prévienne pas les joueurs ou qu'on n'essaie pas de les calmer quand on sait que monsieur Gaillou, c'est un des arbitres du championnat de France, qui donne le plus de cartons en moyenne. Donc, voilà. On a un peu saboré notre match tout seul, et puis en apothéose avec ce penalty à la dernière seconde du temps additionnel, hein. Et évidemment, dans notre malheur, ça tombe sur peut-être un des meilleurs émois de la rencontre, Guindo, qui se fait emmener et qui est en retard, et y a rien à dire. Donc ouais, un match frustrant, puis qui s'est fini un peu dans le chaos là, avec pas mal de face à face ou quoi. Quand on voit les images, bon, il y a peu eu de coups, etc. Mais c'est vrai que c'était assez tendu. Donc voilà, ça peut s'expliquer par différentes choses, hein. Une des premières choses qui a été pointée, évidemment, c'est le manque d'expérience, avec beaucoup de jeunes qui faisaient encore leur première apparition ou première titularisation en Ligue 2, ou leur deuxième entrée en jeu en Ligue 2. Et certains de ces jeunes, voilà, au-delà de pas gérer leurs émotions, c'est vrai qu'ils nous ont pu nous coûter, notamment le deuxième but, hein, avec la perte de balle de Tidjane Diarra Souba.
pour une première entrée en pro, c'est vrai que ça entache, pas mal son entrée qui a pas été terrible, on va pas se mentir. Après c'est qu'une première entrée en pro évidemment, mais voilà, c'est un peu le symbole de ça, de ce manque d'expérience qu'on a et peut-être au-delà du manque d'expérience, le manque de cadre, parce que c'est vrai que quand on voit les erreurs notamment commis, bah, je trouve par notre capitaine du soir, Samuel Koto. Je trouve son attitude pas terrible dans le fait de calmer les choses. J'ai trouvé beaucoup de nervosité. Au-delà de son erreur qu'amène le 1er but Dunkerquois où il est trop soft dans le duel, il doit rester debout pour moi. Heu et après, bah, ça a déséquilibré toute la ligne défensive sur le 1er but Dunkerquois donc ouais, dans les attitudes, on a senti, une nervosité, encore de la frustration, je pense aussi, parce il y a forcément la blessure de Daramy, enfin la potentielle blessure de Daramy, parce qu'à l'heure où on se parle, on n'a toujours pas de nouvelles et je ne pense pas qu'on en aura avant la conférence de presse de cette semaine. Mais ouais, c'est un deuxième match nul de suite, mais celui-là est vraiment plus frustrant qu'à Clermont parce que même si tout n'est pas parfait, évidemment, dans le jeu, il y a un équilibre à trouver défensivement. Euh, Mais on parvient quand même à mettre 3 buts en ayant autant tiré que Clermont presque, voire moins. Donc il y avait du mieux par rapport à ça, mais bah, on n'arrive pas à profiter de ça. Sur ce match-là, c'est dommage parce que c'est vraiment des choses bêtes, que ce soit ce penalty à la fin. Ce carton rouge, d'Armel Zohri aussi qui est vraiment bête parce que, même si on peut le trouver sévère et c'est ce qui est ressorti, chacun se fera son interprétation, mais c'est vrai qu'il a pas à faire ce geste-là, alors qu'en fait, juste le ballon est assez loin du duel qu'il dispute, à la course avec toujours Dunkerque. Donc voilà, on sent qu'il y a encore beaucoup d'automatismes à travailler, que ce soit, bah, dans le jeu et dans les attitudes et va falloir régler ce problème de capitana et de leader aussi, je pense. Je pense que Théo Léoni doit vite, récupérer ce brassard, pour la suite, de la saison et peut-être que voilà, trop de jeunesse, trop d'inexpérience, c'est vrai. Il y a en fait, il y a pas une raison, c'est un mélange de tout. Oui, effectivement, il y a beaucoup de jeunesse, mais c'est aussi, voilà, peut-être des changements, tactiques qui ont pas été, très, très bons. Alors on va dire qu'on avait beaucoup de jeunes sur le banc, c'est sûr, mais ouais, il y a peut-être des jeunes, peut-être que dans ce match-là, ils auraient peut-être pas dû rentrer, comme Diarra Souba, puisque Gadou s'était un peu forcé avec la blessure de Daramy et Gadou s'en est pas trop mal sorti avec une passe décisive. Il a mis un peu le feu par moment. Mais voilà, peut-être que ouais, il y avait peut-être d'autres choix à faire, je sais pas. En tout cas, c'est un peu tout ça qui nous a coûté ce match, la gestion des émotions, le manque d'équilibre, derrière le manque d'expérience et la jeunesse, bien sûr, qui découvre, la plupart de nos jeunes qui découvrent le monde pro. Pourtant, notre gardien, c'est vrai qu'il a fait plusieurs arrêts, Tom Hulsmann, même s'il en prend 3. Lui, il a plutôt retardé l'échéance, notamment en première période où il en sort 2 ou 3. Donc voilà, c'est tout un mélange de ça avec, bah, ouais, bien sûr, cet énervement avec l'arbitrage depuis le carton rouge. Hein, et après, c'est vrai que Monsieur Gaillou, c'était aussi un peu perdu le fil de son match, mais c'est avant tout voilà, une faillite de plusieurs paramètres de nos joueurs. Donc ce sera à corriger pour les prochains matchs. Et ils vont vite arriver, ces prochains matchs, et ils vont être bah, déjà assez importants et face à des équipes qui, elles, carburent déjà. Notamment Annecy, qui est déjà à 6/6. Donc c'est vrai que là, il y a des ajustements à faire, mais toujours avec des interrogations et globalement, on ressort d'un début de saison, très frustrant, que ce soit, bah, entre, déjà le sentiment d'avoir perdu des points sur ces 2 premiers matchs, les blessures évidemment et ce manque d'expérience et d'automatisme, qu'on voit encore avec des interrogations, bah, sur, plusieurs postes, notamment encore une fois, c'est vrai qu'à Reims, on en parle beaucoup, mais bah, ce poste de numéro 9 qui, malgré 3 attaquants nouveaux pour l'instant, on sait pas trop quelle animation, comment mettre, nos 3 numéros 9 ou en tout cas les 2 qui jouent, là qui se sont relayés, vendredi soir. On a encore du mal à les mettre dans les bonnes, dispositions, mais j'ai l'impression qu'on a bien utilisé leur profil
Bah, j'espère que ce sera ça, par exemple, c'est une des choses qu'il faudra régler dans les prochaines semaines. Donc voilà, un match, franchement, une soirée très frustrante. Je vais pas mentir qu'à 3-1, je pensais pas que c'était plié, mais je me disais que voilà, on avait fait le plus dur et qu'on allait tenir, mais non, il a fallu, le petit caillou dans la chaussure, plusieurs petits cailloux dans la chaussure même, le 3-2, le rouge. Voilà, une soirée frustrante et bah, encore déjà, des points de perdus, même si voilà, il y a que 2 matchs, il y en a encore 32 à jouer, en championnat du moins. Mais il va falloir trouver, bah, déjà trouver des solutions parce qu'avec les blessés et le manque d'expérience, ça va déjà demander de s'adapter, pour les prochaines semaines. Allez, je vais prendre le relais. Alors, je vais être beaucoup plus critique que toi, Hugo, hein, beaucoup plus sévère sans doute, mais finalement, je pense que les échanges sont faits pour ça, pour nourrir un petit peu. Alors, évidemment, certaines frustrations, c'est indéniable, parce on peut avoir des analyses à froid, et puis malgré tout, avoir une colère qui ne descend pas, c'est mon cas. Ma frustration est présente, mais bien plus que la frustration, c'est surtout, on va dire, avec du recul, en prenant beaucoup de hauteur, hein, sur les événements de ce match-là, c'est d'avoir le sentiment de s'être sabordé tout seul. Et quand je dis s'aborder tout seul, on a bien aidé, je crois, un petit peu cette fin de match. On parle de l'arbitrage, on parle de plein de tu parles de petits cailloux dans la chaussure, tu parles, finalement, que, c'est, non pas le 2e but qui a fait un petit peu chavirer le match, mais plutôt le carton rouge. Moi, je suis pas d'accord du tout avec cette, interprétation. Après, c'est ton droit, Hugo, hein, par rapport à ce carton rouge. Moi, je crois que le carton rouge, c'est simplement, la résultante d'une nervosité qui a pris possession du collectif, à partir du moment où le petit Dira Sumba est rentré, et a commis cette double faute, entre guillemets, cette double erreur. Alors, ça peut arriver de faire des erreurs ou des entrées qui soient pas satisfaisantes. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas l'erreur qu'on peut commettre dans un match. On peut perdre un ballon, mais c'est la façon dont on le perd qui me pose plus problème. Cette suffisance dans cette roulette, à un moment du match où après la pause fraîcheur, il nous reste quoi? À peine 20 minutes à tenir. On a les choses en main, on est plus près du 4-1 que du 3-2. Et pour autant, on fait n'importe quoi en fait. On se croit plus fort qu'on ne l'est, on respecte pas l'adversaire parce que quand on a une solution de passe à moins de 5 mètres, on n'a pas le droit de faire une roulette. On n'a pas le droit, a fortiori, quand on est un gamin et qu'on vient de rentrer pour son premier match de Ligue 2. C'est absolument interdit. L'humilité, ça fait partie de la base du foot. Le collectif en fait partie aussi. C'est-à-dire que, on va pas se mentir, la passe, elle était largement faisable à 5 mètres. La simplicité, le collectif avant tout, et non pas se mettre en lumière pour son ego à soi, pour dire: «Ah bah regardez, j'ai fait une roulette, on gagnait 3-1, on est à 35 mètres de notre but». Eh ben non, mon petit garçon, à partir du moment où tu as fait valoir ta suffisance avant le reste, bah, le match, il a tourné, puis les mouches ont changé d'âne, hein, pour plagier un animateur très célèbre. Les mouches ont changé d'âne parce que le manque d'humilité et puis évidemment l'ego a pris le dessus, la suffisance. Et moi, je suis très en colère sur ça parce que la jeunesse, je l'adore, elle est brillante, elle a beaucoup de talent, mais elle est efficace. Et elle est vraiment efficace si et seulement si, eh ben, elle sait un petit peu contenir ses excès de fougue, ses excès d'ego, parce que c'est encore une fois dans l'apprentissage et dans l'acceptation un peu des valeurs du football, l'humilité, le collectif, la simplicité, bah, qu'on progresse et puis qu'on devient plus fort. Et ce que j'ai vu m'a écœuré, mais totalement, parce qu'en fait, après, la résultante, c'est quoi? On sait très bien que quand on joue au foot, quand on a joué au foot, qu'on mène 3-1 et qu'il nous reste même pas 20 minutes à jouer et qu'on prend ce fameux deuxième but, hein, qui nous fait finalement angoisser sur une égalisation probable, tout le monde devient nerveux. Et effectivement, ça a pas loupé. Zahouri, bah, a été nerveux, il a mis une petite claquette sur, on va dire, une sorte de duel, et puis de maladresse non maîtrisée, qui était évitable. Évidemment qu'elle était évitable, évidemment que c'est stupide. Mais pour autant, bah voilà, carton rouge. Et on se met tout seul en danger et on se met une balle dans le pied, on se saborde. On se saborde. Alors, c'est bien beau, hein, de vouloir un peu stigmatiser le petit Diarra Sumba, je le stigmatise pas parce qu'il a sans doute du talent. Et je pense sincèrement que cette erreur, il s'en veut encore, et que quand il a revu le match, il a très bien compris que son match était catastrophique. Son entrée, elle était pire que catastrophique. Tous les ballons qu'il a joués,
Ils ont été pourraves. Ils ont été, mais d'une nonchalance ou alors d'une suffisance qui n'a pas d'égal. J'ai rarement vu une entrée aussi pitoyable. Mais ça va le faire, avancer le gamin. Ça va le faire, peut-être progresser encore plus parce qu'il va se rendre compte que évidemment le foot c'est pas si simple. Alors que c'est la simplicité qui fait le foot. C'est là où il faut pas tout mélanger. Par contre, là où j'en veux un petit peu, c'est que là, tu l'as très bien décrit Hugo, c'est que, bah, finalement on a laissé un peu la jeunesse se démerder tout seul. J'ai pas vu de cadre moi, sur cette équipe, samedi soir. J'en vois un évidemment, ça fait 1 an et demi que je le vois, c'est Léoni, hein. C'est le seul pour moi qui mérite le brassard. Et là, je te rejoins complètement. Le brassard, pour moi, il y a pas photo, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné, on parle d'exemplarité, on parle de valeur tactique, on parle de joueurs qui mouillent le maillot. Bah, enfin, je sais pas, il remplit les 3 cases. Le triptyque, il est là, hein, il faut pas aller chercher ailleurs, hein. Alors j'ai rien contre Coto, mais lui aussi, on peut remettre un peu en question son implication sur les relances, sur les duels. C'est pas l'exemplarité, hein, sur ce qu'il a démontré, lors du match, hein. Il y a un moment donné, bah, il faut rendre à César ce qui appartient à César, donc le brassard à celui qui est capable de jouer le rôle de cadre, en l'occurrence Léoni, point final. On n'a pas à se faire des nœuds au cerveau, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Par contre, les cadres qui existent dans cette équipe, et il doit en exister, j'imagine, bah, c'est à un moment donné, c'est à eux de montrer l'exemple. Quand on voit qu'on est prêt à se battre comme des chiffonniers sur des actions de jeu parce qu'on perd notre sang-froid, parce qu'on se dit putain, on gagnait 3-1, et puis au final, on va se faire égaliser. Mais quelle image on renvoie aux jeunes? Quelle image on renvoie? Les gamins, ils ont 18, 19 ans, 20 ans, et on leur montre quoi en fait? Le respect de l'adversaire, c'est quoi? C'est contester des actions, des décisions, vouloir en venir aux mains. Mais on est dans quel match là? On est dans quel sport? Il y a un moment donné, enfin, je veux dire, il faut arrêter quoi. Il faut pas se plaindre de jouer les victimes là comme ça sans arrêt, et puis finalement être à la base un petit peu de ce qui se passe. Alors moi, je pense qu'il y a des choses à garder, hein, évidemment. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, bah, ça sert à rien d'aller supporter cette équipe, hein. Même si ça devient de plus en plus compliqué, hein, j'ose l'avouer depuis 3 ans. Il y a un moment donné, je veux bien tout entendre, hein, je veux bien essayer de tout comprendre, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Alors les gamins, qui ont du talent, bah, moi j'en ai vu, hein, regardez, j'ai bien aimé, la rentrée de Gadou par exemple, effectivement, Hugo a raison, pendant 10 minutes, un quart d'heure, il a été remuant. Il a apporté un petit supplément d'âme qui fait plaisir. Kachi, c'est lui qui amène le but, hein, sur le débordement, le petit débordement et puis le centre piqué là, bah, parfait, c'est ce qu'on attend des gamins, voilà, qu'ils amènent un peu de fraîcheur et un peu de différence, et c'est ce qui se passe. Mais qu'ils jouent dans le bon sens, pas dans le sens inverse, pas contre soi, pas contre nous, pas contre le Stade de Reims. Hélas, le petit Diarra Souba, c'est ce qu'il a fait, sans le vouloir évidemment, de manière consciente, on est bien d'accord là-dessus, mais c'est ce que j'ai vu. Et c'est là où peut-être le coach, il a aussi une petite part de responsabilité, parce qu'il y a un moment donné, je veux bien qu'on parle de valeurs tactiques, un petit peu de schéma en place, mais il faut pas se la raconter non plus et la jouer à l'envers. Moi, j'ai vu une équipe de Dunkerque qui nous a donné une leçon de foot, et puis notamment une leçon collective, un petit peu sur la maîtrise. Il y a un moment donné, quand on regarde la possession de balle, je veux dire, c'est pas moi qui l'invente. On est à domicile, on est le Stade de Reims, on a un budget qui est, évidemment beaucoup plus gros que celui de Dunkerque, avec des ambitions qui sont clairement affichées, et on n'est pas capable à domicile d'avoir la possession de balle, de faire le jeu. Bah, parce qu'on n'a pas de fond de jeu, tout simplement, parce qu'on n'a pas, au milieu de terrain, on n'a pas de créateur, on n'a rien en fait. On a juste, peut-être, des illusions, ou de croire qu'on pourrait effectivement jouer les premiers rôles, mais il faut arrêter de se faire un petit peu avoir avec la méthode Coué, hein. Il suffit pas de dire je veux pour avoir, il faut pouvoir. Et là, ce que je vois au milieu de terrain, bah, je vois que c'est un peu morne pleine, on n'a pas de cadre. Alors, on n'a pas de cadre au milieu qui sont capables de mettre, le pied sur le ballon. On va vous dire: «Ah oui, attention, parce que Jeban il est pas là, Patrick il est blessé». Mais excusez-moi, encore une fois, même s'ils sont présents, même quand ils étaient présents, c'était pas différent. Tant qu'on n'osera pas dire, une fois pour toutes, ce milieu de terrain, il manque un vrai cadre qui dynamise un peu l'équipe, qui soit le tempo, le métronome, avec Léonie, un petit peu de ce collectif, on n'avancera pas parce que évidemment, on a beau faire des achats, des investissements sur des attaquants qui sont potentiellement des bons attaquants, hein. Moi, je veux bien croire en Soumano, il y a pas de souci, hein, il a des références. Mais pour le moment, c'est pas du tout ce qui se passe. Pour le moment, ça fait un peu peur, quoi. C'est angoissant. Alors il va se réveiller, j'imagine, hein, il a du talent sans doute si on l'a recruté, c'est qu'il a du talent. El Kachati sans doute, j'ose même pas imaginer un seul instant qu'on recrute des mecs juste pour les recruter, pour dire: «On a recruté des mecs». C'est qu'il y a forcément à un moment donné du talent et qu'on leur trouve évidemment une valeur, un petit peu ajoutée à mettre au profit de ce collectif. Mais ça tarde à venir parce que, bah, rien n'est en place. Rien n'est en place. Moi, les seules choses que j'ai vues en place, mais en toute honnêteté, en toute transparence,
c'est les latéraux. J'ai vu effectivement un Guindo qui, pour moi, a crevé l'écran, malgré sa faute, évidemment, malgré son penalty provoqué. C'est tout, c'est comme ça. Il a fait un super match. Je trouve que c'est quelqu'un qui, voilà, là pour le coup, il dégage voilà, une sérénité, puis quelque chose de, voilà, qui rassure. J'ai bien aimé le match aussi de Zohri, excusez-moi, mais quand on compare Zohri avec le petit jeune d'avant, sans manquer de respect à qui que ce soit, pour moi, il n'y a pas photo, hein. Zohri, il a montré dans le placement, dans le déplacement, même dans le replacement, des valeurs qui me sont chères, et ben, une vraie efficacité. Alors, on peut dire, oui, par contre, il a manqué de nerfs. Évidemment qu'il a manqué de nerfs, mais parce que je pense que cette équipe, elle manque de cadre, et que s'il y avait eu un cadre un petit peu pour mettre un petit peu les choses bien à plat au moment où il fallait, c'est-à-dire à un quart d'heure de la fin, bah, il y aurait peut-être pas eu ce fait de jeu. Mais en tout cas, voilà, les latéraux pour moi sont en place. J'ai bien aimé le gardien sur sa ligne. J'ai bien aimé évidemment sauf, alors ça me faisait un peu peur, hein, sur le premier match à Clermont, sur les sorties aériennes. Il m'a un peu rassuré. Bon, au pied, ça demande un petit peu plus je dirais, de précision et d'efficacité. Ça m'a laissé un petit goût, un petit peu voilà, d'inachevé. Mais sinon, bon, voilà, il est plutôt rassurant, donc c'est une bonne chose. Donc il y a quand même des choses voilà, à garder sur ce match-là. J'ai bien aimé, évidemment, voilà, l'impact un petit peu des gamins. Gadou, Kachi aussi, même s'il il a mis du temps à se mettre un petit peu parce qu'il était un peu brouillon, il voulait trop bien faire, et on avait l'impression qu'il, voilà, il faisait un petit peu le truc en trop. Mais on voit quand même qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Voilà, donc rien n'est acheté. La jeunesse, encore une fois, je crache pas dessus, hein, on en a besoin, et tant mieux. Mais il faut la canaliser, il faut la cadrer, et on a besoin absolument et impérativement d'une recrue au milieu de terrain qui permette un petit peu, voilà, de mettre de l'expérience, et puis surtout d'avoir ce rôle, bah, un peu paternaliste, hein, vous me direz, hein, c'est peut-être mon âge qui me veut, enfin en tout cas qui fait que j'ai ce discours aujourd'hui, mais encore une fois, la jeunesse, elle est belle, la jeunesse, elle est pleine de talent, mais à condition qu'on sache l'utiliser et la mettre en lumière. C'est pas elle toute seule qui pourra se mettre en lumière. C'est ça, c'est pas possible. C'est un sport collectif. Il faut simplement qu'elle soit bien diluée avec l'expérience, avec le collectif. Et j'attends d'Usaï, monsieur le coach, là, qui a peut-être sans doute des bonnes idées, hein, mais j'attends de lui voilà, qu'il épargne un peu la jeunesse, et de pas trop voilà, la mettre dans la lumière trop vite. Parce que c'est l'erreur qu'il faut pas commettre. C'est surtout pas l'erreur qu'il faut faire. La jeunesse, il faut qu'elle soit patiente. Et je pense qu'elle va évidemment, voilà, déborder, dégouliner naturellement dans cette équipe, dans ce collectif, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, chaque chose en son temps. Et puis, je pense que ça se fera naturellement. Donc, ne crachons pas sur le collectif. Mais attention, attention de ne pas faire les choses à l'envers. C'est tout ce que je dirais sur ce match qui m'a profondément déçu, qui m'a un petit peu mis en colère, mais la colère, elle est faite pour être évacuée, hein, fort heureusement. Et laissons la chance au petit Diarra peut-être de se racheter, hein, parce qu'il a commis une faute, il le sait. Il est intelligent, hein, évidemment qu'il est intelligent. Et donc il va analyser sa prestation, et j'en suis sûr il reviendra plus fort. Donc laissons-lui la possibilité peut-être de s'exprimer différemment que ce qu'il nous a montré sur ce premier match. Et puis on sera tous heureux pour lui. Moi le premier. Raphaël, bonsoir. Quel était toi quel est ton débrief du match, et après on accueillera Chris qui vient de nous rejoindre. Bonsoir à tous. Écoutez, encore une fois, on va dire que la déception est grande. On va dire que les 10 premières minutes, je pense qu'il y avait une bonne envie et une envie de bien faire, surtout de se rattraper de ce match nul frustrant et pas terrible de Clermont. Alors ensuite, oui, on retrouve le pressing dunkerquois et l'envie dunkerquoise. Donc, on va dire 20 minutes qui nous ont fait mal, et puis le but encaissé nous met dedans également, même si notre portier Reddy Hulsmann a fait du bien et a sauvé les meubles, on va dire. Et ensuite, on revient au score. Donc, j'aimerais souligner quand même on va dire la résilience mentale de l'équipe de recoller au score à la mi-temps, malgré une première mi-temps assez mitigée au global. Et puis ensuite, en deuxième mi-temps, on va dire que la sortie de Darami ne nous aide pas trop, malgré la bonne entrée de Gadou qui a fait une bonne entrée, qui a apporté de bonnes choses, je trouve. Et puis ensuite, mener 3-1, je suis exactement d'accord avec ce que John a dit avant. C'est pas un hasard, hein, c'est de l'énervement. Et je pense que moi, j'aimerais encore plus souligner le manque d'exemplarité des cadres. Parce que quand on regarde le match, il n'y a aucun cadre qui ressort, mis à part Léoni, qui n'a plus le brassard d'ailleurs. Et puis voilà, l'erreur de Diarra Souba qui amène le deuxième but. Et puis
Exactement comme a dit John, je me répète, mais je suis vraiment d'accord. Ben, à la fin, quand tu prends le 3-2, toutes les personnes qui connaissent le foot et qui ont joué, bah, savent que la pression monte et que bah, le stress intervient, donc bah, ça devient très compliqué. Et puis le penalty malheureux de Guindo à la fin qui scelle le sort de la très mauvaise fin de match du Stade de Reims. Donc voilà, très frustrant parce que quand on regarde le match 3-1 à la 65e, on se dit que c'est fini, que le Stade de Reims a enfin pris les devants et a enfin compris et a enfin appris de ses erreurs. Et mais malheureusement, non, on repart encore avec un match nul très frustrant et très décevant, on va dire, malgré un match meilleur que Clermont. Et dernière chose que j'aimerais exprimer, c'est alors que les jeunes, voilà, Diarra fait son erreur, la roulette, le manque de simplicité, c'est un peu, on va dire, le défaut de la nouvelle génération de vouloir avoir la lumière sur soi et vouloir briller, montrer aux autres. Alors l'erreur, oui, est fatale. Je pense que maintenant, il l'a dans la gorge encore et il s'en veut, je pense même. Et la sortie médiatique de Nicolas Ossai, qui admet lancer les jeunes, mais il ne prend pas la responsabilité à lui-même malgré la mauvaise gestion de l'équipe en fin de match, malgré 2 buts d'avance. Et je pense que même si Diarra est fautif et son erreur fait très mal, je pense que voilà, les jeunes, comme a dit Oussaï, dans un sens, il faut les améliorer. Ils ont encore des axes d'amélioration. Mais on ne peut pas remettre la faute sur les jeunes et en tirer que du négatif. Donc voilà. Un match très frustrant, très décevant. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Chris, bonsoir, je te laisse prendre la parole, je la reprendrai ensuite. Bonsoir Baptiste. Moi je suis arrivé un petit peu en retard, donc j'ai pas entendu ce que vous avez dit. À part Raphaël, et puis la fin de Johnny. Alors peut-être qu'il y a des choses qui vont se répéter. Ouais, moi j'ai vu un match très très énervant. Un début de match qui pour moi, encore une fois, par rapport à ce qu'on peut entendre, faut amener le public, patati et patata. Pour moi, c'est que des paroles, on n'amène rien du tout. On crée pas de jeu, on reste toujours à se donner le ballon derrière et moi j'ai pas vu de combinaison, j'ai pas vu de vitesse, j'ai rien vu de tout ça. J'ai vu seulement qu'on prend 3 buts sur 3 erreurs individuelles. Koto sur le premier, Diarra Souba sur le deuxième et puis le penalty c'est pareil, on est en retard. Après derrière on fait des erreurs de jeunesse, alors en plus avec peut-être un des joueurs qui est les plus âgés de l'effectif sur le carton rouge. Dans Voilà, après je pense que je continue à penser malgré que nos 3 buteurs sont Tia et Fofana, je continue à penser que ce milieu de terrain n'est pas du tout compatible. Voilà, on crée pas de jeu avec ces 3 joueurs. Alors effectivement, ils sont peut-être à la réception et ils ont marqué, mais ils marqueront pas à chaque match. Et puis quand tu marques 3 buts à domicile, c'est pas normal que tu puisses pas gagner. Donc, ça veut dire qu'encore une fois, dès que l'équipe adverse commence à mettre un peu de tempo dans son jeu, ben, on est en difficulté. On le voit bien, hein, donc il y a encore une fois sur ce match, eh ben, le seul qui défend, c'est Léoni. Et encore pour moi, c'est pas son poste, c'est pas un numéro 6. Donc ça veut dire qu'on fait du bricolage encore une fois. Et je pense qu'on est parti pour faire du bricolage toute la saison. Donc c'est frustrant. Tu perds 1-0, tu as la chance, entre guillemets, de gagner 3-1 avec sur un troisième but pour une grosse erreur du gardien adverse. Et derrière, tu gagnes pas ce match. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est pas logique, hein. On peut nous expliquer qu'ils sont jeunes, etc. Enfin, encore une fois, pour moi, il y a rien de, il y a rien de logique à ça. Ce match-là, il devait être normalement plié. Il suffisait, je dirais, de pas tomber dans ce qu'on est tombé, hein. C'est-à-dire que ben, pour moi, on a perdu le fil du match dès l'instant qu'on a amené 3-1. On a commencé à perdre le fil du match. Et puis voilà, on sait très bien que ben 3-2 et après 3-2, ben, tout peut arriver. Donc voilà, moi j'ai vu un avant-centre du côté rémois, Soumano, mais ce gars il sert à rien. Enfin, il est hors jeu 9 fois sur 10. L'équipe peut même pas jouer avec. C'est-à-dire que même quand il a le temps de se replacer, il revient en marchant et il est hors jeu. Enfin, c'était flagrant. Moi, il était en première mi-temps, il était de mon côté.
il était, mais la juge de touche, la femme là, elle pouvait être en retard parce que je peux vous dire qu'elle a souvent été en retard par rapport aux actions à la défense, enfin la défense de Dunkerque. Et je peux vous dire qu'elle pouvait lever à chaque fois et elle prenait aucun risque. Voilà, le gars il est tout le temps en jeu, tout le temps. Et on attend peut-être la mi-temps pour lui faire la remarque. Et c'est un mec qui a 25, 26 ans. Mais c'est pas possible. On peut pas jouer comme ça. Enfin, je veux dire, Darami, il est livré à lui-même. Sur le côté droit, moi, le joueur qui a joué en première mi-temps, bah, pour moi, si on fait une saison avec ce joueur-là, voilà, c'est pas possible. Tu peux pas dire que tu joues le haut du classement avec ce qu'on a vu samedi, enfin vendredi contre Dunkerque. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, on a une équipe pour terminer, pour moi, dans le ventre mou. Et puis voilà, derrière c'est catastrophique. Enfin, Koto, c'est pas bon. Enfin, j'ai du mal à trouver, honnêtement, malgré qu'on marque 3 buts, j'ai du mal à trouver des points positifs à ce match-là. Même le gardien, il fait quelques arrêts. En première mi-temps, il nous laisse dans le match, mais sur les buts qu'on prend, enfin, ça sert à rien de faire 2,07 m. Effectivement, Barthez, il a raison, hein. Faut mieux faire 1,83 m et puis être bon, hein. Mais voilà, enfin, je veux dire, c'est frustrant, c'est l'arbitre. Alors on peut en parler. Moi, je j'ai pas envie d'en parler parce que je pense que quand tu mènes 3-1, t'as pas besoin de l'arbitre. Donc voilà. Après, on peut dire ce qu'on veut. Moi, pour moi, la décision qu'il a prise sur le rouge, elle est bonne. La décision qu'il a prise sur le penalty, elle est bonne. Moi, c'est pas après lui que j'en veux, hein. C'est plus par rapport à nos joueurs. Je te rejoindrai dans la vie, puisqu'on s'est, croisés à la sortie du match, où j'étais, passablement énervé et je le suis encore, aujourd'hui. Heu, quand j'entends des personnes parler de l'arbitrage, moi enfin, on est en 2026. Les arbitres sont professionnels, donc à partir du moment où c'est leur métier, bah, en fait, qu'ils perdent le fil du match ou non, bah, moi je m'en fous en fait. L'arbitre peut faire un mauvais match tant que toi tu fais pas un bon match, bah, en fait, je parlerai jamais de l'arbitrage et bah, en fait, ouais, OK, on montre de bonnes intentions durant les 10 premières minutes, ça a été répété. Derrière, on arrive à renverser une situation parce qu'on a, une énorme suffisance sur le côté gauche. Sur l'action du but, on a une énorme suffisance et derrière, bah, on est en retard et moi, j'en voudrais pas à Rixi sur le but ou même sur les 3 buts qu'il prend. De toute manière, enfin le penalty, OK, il part du mauvais côté, le deuxième, bah, c'est un ballon contré, à partir du moment où, il était sur le ballon avant qu'il soit contré, bah, en soi, il peut pas faire grand-chose et le premier but, bah, c'est un contre 1, OK, il peut peut-être mieux faire mais la frappe, d'Adrien Lebeau est bien placée. Non, moi, par contre, sur l'action sur laquelle je ne décolérerai pas, c'est le fait qu'Armel Zouri prenne un rouge alors que, enfin, la faute, elle a pas lieu d'être, en fait. Il a pas à faire ça, c'est un comportement pas du tout professionnel. Tu peux prendre un rouge, parce que tu prends 2 jaunes, quand tu pètes des actions ou quoi. Mais là, le fait d'éliminer un joueur qui est absolument pas dangereux sur l'action et d'une manière complètement illicite, on le sait, enfin le staff connaît l'arbitrage français, ça fait, 5 ans qu'ils sont tous en place. Malgré, le fait qu'il y ait une descente en Ligue 2 et une non remontée en Ligue 1, bah, le club a fait le choix de les reconduire. Heu, ces gars-là sont censés être au courant que Pierre Gailloust est l'un des arbitres les plus scolaires du championnat et que, ça va être un match haché où, bah, en fait, il peut dégainer enfin, il va dégainer un rouge sur ce type d'action. C'est obligé, dès que je vois l'arbitre s'approcher et mettre la main au niveau des cartons, je sais que c'est le rouge qui va être sorti et même le staff doit savoir que c'est le rouge
et bah, forcément, en fait, il te met dedans. Il te met dedans parce que tu viens de prendre, le 3-2. OK, l'erreur de Tidy, elle est pas folle. Le ballon, il est perdu dans une zone, très dangereuse quand on est dans ce type de situation. Derrière, il y a un contre, bon, on sait pas l'arrêter, pourquoi pas? Mais oui, en fait, c'est surtout le fait que ça arrive 2 minutes après le but. Encore, ça arrive en fin de match, tu prends un rouge parce que, bah, leur jeu le jeu adverse est bon et du coup, tu perds tes nerfs, OK, et encore, tu as pas à perdre tes nerfs quand tu as 25 ans, et que surtout, tu as joué dans des championnats à beaucoup plus de pression, hein, on va pas se mentir. Le championnat géorgien, les publics géorgiens, c'est pas, l c'est légèrement plus hostile que, le stade Auguste Delaune qui en plus est acquis à ta cause. Bref, derrière, bah, ouais, comme vous l'avez dit, il y a une faillite des cadres. OK, le rouge de Zouri est particulièrement, bof, mais le jaune de Samuel Coto l'est tout autant. Enfin, sur une action anodine, ou quoi, parce que ça prend un peu de temps, la seule chose qu'il sait faire, c'est dégager un ballon, en tribune. Hop, arbitre scolaire, carton jaune, parce que dans toutes les écoles d'arbitrage, on vous apprend que si vous dégagez le ballon un peu violemment, vers les tribunes, bah, c'est carton jaune. Ça aussi, ça doit faire partie du travail, d'un footballeur, professionnel, d'un staff professionnel. Surtout que, il y avait eu une pause fraîcheur juste avant le 3-2 où, bah, forcément, en fait, le staff a pu dire quelques mots aux joueurs, sur le fait de peut-être calmer la rencontre, sur le fait de, pas perdre son air et autres. Donc, c'est ça, en fait, qui rend le match encore plus frustrant parce que finalement, ton 3-1, il est presque heureux. Les deux premiers buts sont super bien amenés, c'est bien, et le troisième but est vachement heureux parce que tu as un gardien qui la met pratiquement contre son camp. Pour l'instant, le but est accordé à Yaya Fofana, mais je suis pas sûr que dans les prochains jours, quand les commissions de revisionnage vont revisionner le but, l'accordent, définitivement à Yaya Fofana. Mais voilà, tu mènes 3-1 sur tes 3 grosses situations, 3 demi-situations, c'est très, très bien, même si c'est un peu inespéré, au vu de la maîtrise, dunkerquoise. Finalement, bah, tu sais faire mieux qu'un partage, donc enfin, tu ne sais faire mieux qu'un partage des points, et c'est ça qui est super frustrant. Maintenant, voilà, si on peut, voir un point positif, c'est on a de la chance et ça se déroule qu'en J2, et donc bah, en J2, OK, c'est chiant, tu perds 2 points, mais dans ce cas-là, tu peux apprendre, et c'est pas comme si c'était en J33 dans un match hyper décisif où, tout le monde perd ses nerfs, et puis voilà. Donc les joueurs vont apprendre, considérer Samuel Coto comme un cadre, pourquoi pas? Maintenant, il n'a que 23 ans, il faut le rappeler, c'est encore jeune, à l'échelle du monde du foot. Donc, on en tirera les conclusions qu'on voudra en tirer, mais en tout cas, Samuel Coto dans le rôle de cadre, au vu des performances qu'il avait fait, lors de la fin de championnat dernière, c'était évident. Maintenant, il a du mal à rentrer dans sa saison. OK, il faudra qu'il arrive à rentrer, plus rapidement dans sa saison, puisque, bah, le prochain adversaire, c'est un adversaire qui tourne très bien, puisqu'il a il a réussi à glaner 6 points en 2 matchs, et forcément ça va être plus compliqué. Je sais pas s'il vous reste, des Johan, vas-y. Ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, où tu poses la question de Samuel Coto, par rapport au fait qu'il soit un cadre, mais enfin, pourquoi le mettre capitaine si c'est pas un cadre? Ça, il y a un côté paradoxal. Moi, je le considère comme un cadre vu qu'il est capitaine. Le coach, enfin, je veux dire, le board l'a nommé cadre. De fait, il est capitaine. Donc son âge, qui est, voilà, 23 ans, OK, j'entends ce que tu dis, c'est légitime, hein. Mais évidemment que c'est un cadre, sinon, pourquoi le mettre capitaine?
Donc pour moi, c'est un non-sens. Il y a pas de raison de douter sur le fait qu'il soit considéré comme un cadre. Ça, c'est un fait. Le deuxième fait, c'est qu'il doit le démontrer. Il doit le prouver par l'exemplarité, par son comportement, par sa façon voilà, d'être sur le terrain. Et ce que j'ai vu, moi, samedi soir, m'a un petit peu, enfin vendredi, pardon, m'a interpellé parce que justement, pour un cadre, avec le brassard de capitaine, j'ai trouvé que son comportement et sa façon tout simplement sa prestation quoi, individuelle, elle laissait beaucoup à désirer. Donc ça remet sur le tapis la problématique, en tout cas le sujet, la question de Léonie, capitaine. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas vu Jusque jusqu'à maintenant, des comportements de Léonie qui différaient de ce qu'on est en droit d'attendre d'un capitaine. C'est un leader naturel, c'est un leader technique, c'est un leader tactique, c'est un homme exemplaire sur le terrain qui mouille le maillot. Alors on peut aimer ou on peut ne pas aimer Léonie, c'est pas le sujet, c'est simplement l'influence qu'il a sur ses coéquipiers, qu'il faut, je pense regarder et puis surtout c'est, ce qu'il est quoi. Sa prestation à lui, sur la durée, sur la régularité de ses prestations individuelles, sur ce qu'il est capable d'apporter à ce collectif. Moi, jusqu'à preuve du contraire, je ne trouve pas dans ce collectif-là un joueur qui rivalise avec Léonie sur le sujet du capitanat. Voilà. Pour moi, c'est factuel. Il y a qu'à regarder les matchs. Les semaines, ça tombe bien, les semaines se suivent et se ressemblent depuis, allez, je vais être méchant, depuis 3 ans. Bon, ça fait pas autant de temps que, évidemment, le sujet se pose. Mais là, pour le coup, je pense que c'est un non-sujet et que le board et que Ouzaï devrait mettre maintenant un peu plus de fermeté dans les décisions et de dire: «Toi, tu es capitaine» et non pas faire une sorte de roulement à 3 parce qu'on est incapable de prendre la décision de peur de vexer l'un ou l'autre. Il y a pas de vexation à avoir, il y a que des faits et là, les faits parlent pour moi, je pense. Il y a un moment donné, enfin, parlent pour moi, parlent pour ce sujet-là, en tout cas par rapport à Léonie. On est tous d'accord pour dire que le comportement et les prestations individuelles de Koto sont pas mirobolantes. On est tous d'accord pour dire que Jeban, c'est plus un sujet, il est blessé. Donc, qu'est-ce qu'il reste au final? Léonie. Donc, à un moment donné, on manque de cadre, de vrais cadres qui s'affirment, notamment sur la théorie, mais aussi sur la pratique, sur l'exemplarité, non pas des beaux discours, on va dire, parce que tout le monde est capable de faire un beau discours. Les valeurs, les ingrédients, les machins, les bidules. Oui, il faut être comme ça, il faut être comme si. C'est pas ça, moi, que j'ai envie de voir ou d'entendre plutôt. J'ai envie de voir l'expression réelle, factuelle de ce on nous sert comme soupe depuis toutes les semaines, depuis 3 ans. Voilà, c'est ça que je veux voir moi et pour le coup, à part Daramy, à part Léonie, depuis quelques semaines, quelques mois, dans cette équipe, waouh, j'ai pas vu beaucoup de joueurs qui étaient capables de mettre en pratique, les beaux discours qu'on nous rabâche, toutes les semaines. Alors je sais bien que les promesses, elles n'engagent que ceux qui veulent bien les entendre, mais moi j'ai plus envie du tout d'entendre des promesses, ça tombe bien parce que j'y crois plus du tout un seul instant. Voilà, donc maintenant on défait et puis qu'on applique un petit peu réellement ce qu'on a envie de voir, mettre en place, quoi. C'est tout ce que je dirais, moi, par rapport à ces sujets qui, finalement, me semble-t-il, n'en sont plus. Moi, il y a deux actions, je sais pas si vous vous souvenez, mais deux actions, deux faits, on va dire, qui m'ont interpellé un petit peu. En première mi-temps, on a un coup franc sur le côté gauche que Daramy veut tirer. Et, euh, et un des jeunes joueurs vient et veut tirer le coup franc. Donc il y a à moitié embrouille. Et je crois que c'est Koto qui arrive et qui dit à un des joueurs, vas-y, va au milieu là-bas. Et en gros, il dit à Daramy, en gros, casse-toi, c'est pas toi qui va tirer le coup franc. Donc déjà, ça veut dire que pour commencer, enfin, là on était en première mi-temps. Alors je sais pas si on était mené à 0 ou si on était à 0-0, mais ça veut dire que déjà, je pense qu'entre un petit jeune et Daramy, il n'y a pas, je dirais, ce côté, on va dire, voilà, t'as un joueur qui est plus reconnu que moi. Voilà. La deuxième chose, ça veut dire que les joueurs sur le terrain ne savent pas ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui va tirer le coup franc. Normalement, ça c'est aussi, à moins que le joueur, on va dire, il y a une faute sur lui, mais normalement, c'est des choses qui sont dites dans le vestiaire. Donc ça, c'est un truc qui m'a un petit peu déjà, on va dire, interpellé, dans le sens où au stade de Reims, il y a toujours une super ambiance, on va dire, dans le vestiaire, mais on s'aperçoit qu'à des fois sur le terrain, c'est pas le cas. Et l'ambiance qu'on a dans le vestiaire à l'entraînement, c'est pour moi, c'est ce qu'on voit, on va dire, le week-end sur le terrain. Et puis la deuxième chose, c'est Fofana qui sort.
et qui sort en faisant des grands gestes et qui va même pas serrer la main à son coach. C'est Euh, Tia, Chris, je crois que c'est Tia. ou c'est Tia. Pour moi, c'était Fofana, mais après, Non, non, c'est Yaya Fofana, hein. Ah c'est bah autant pour Fofana. moi alors, je C'est crois que c'était Fofana. Ouais, ça. ouais. D'accord. C'est Fofana qui sort et il fait rentrer justement l'arrière gauche, l'arrière droit, juste au moment où il y a eu, juste après l'expulsion d'ailleurs. Et là, je me dis, enfin, à un moment donné, t'es qui, toi, on va dire, pour prétendre ne pas pouvoir sortir. Mais je vais au-delà encore. Je vais au-delà. On parlait de capitana, on parlait de leader, on parlait de choses comme ça. Moi, je voudrais bien être une petite souris et puis savoir aujourd'hui, quand ils sont arrivés à l'entraînement, qui c'est qui a été chopé Fofana dans les yeux en lui disant, hey, mon gars, tu vas fermer un peu ta gueule parce que t'es pas là pour faire le coach. Toi, tu es là pour jouer. OK, c'est bien, tu as marqué 2 buts, tu as fait ton boulot. Ton boulot, tu l'as pas fait entièrement parce qu'il y a quand même des choses à redire, je dirais, par rapport à ton match. OK, et je pense que si on avait un Abdelhamid, je dirais, dans l'équipe, je pense que ce genre de choses, ça se dirait, ça se ferait. Là, il n'y a personne pour le faire. Il n'y a personne pour le faire. Je vois pas Koto aller voir Fofana pour lui dire, hey, grand, redescends de ton piédestal. À un moment donné, je vois pas le faire. Le seul personne qui va pouvoir le faire, ça va être soit le coach. Donc là, s'il le fait, bah, quelque part, c'est son boulot. Mais ça veut dire que il va commencer à se mettre des joueurs, je dirais, à dos. Ou ça peut être, je dirais, son adjoint. OK? Et ça veut dire autour de ces jeunes, encore une fois, on n'a personne pour les encadrer. On n'a personne. Et je suis même pas sûr que Léonie, s'il avait le brassard de capitaine, qu'il irait voir, je dirais, ce genre de joueur en lui disant, attends, c'est bon, calme-toi, il y a des décisions qui sont prises par le staff technique. À un moment donné, on vient de perdre un joueur sur le terrain sur un poste qui est clé qui s'appelle arrière droit, enfin latéral droit. À un moment donné, on doit faire en sorte de le remplacer. Il y a un choix qui est fait. Après, voilà, le choix, il est bon, il n'est pas bon. Le choix, il est fait. Basta. Voilà. Mais je pense qu'il y a personne qui a été le voir ce matin pour lui remettre un petit peu, je dirais, pour lui mettre un peu les pendules à l'heure, quoi. Et c'est ça qui me dérange. Mais ça, Chris, je suis tout à fait d'accord avec toi hein, sur cet incident-là qui révèle vachement de choses. Mais pour le coup, là où je mettrais un petit peu un bémol, c'est qu'en fait, on ne saura jamais de toute façon si le coach Ouzaï, et d'ailleurs, il a déjà commencé à l'expliquer, tu sais, en conférence de presse, où il a dit oui, bah, ça démontre une certaine frustration, donc c'est positif. Donc, même là encore, il caresse dans le sens du poil, en expliquant que, bon, voilà, les coups d'humeur des joueurs quand ils sortent, bon, il faut pas trop les. Voilà, c'est à chaud. Des fois, il comprend que ça puisse engendrer de la frustration, voire même de la colère, parce qu'on veut toujours apporter au groupe et qu'on se sent à cet instant T encore capable, mais bon, lui, il prend la décision de sortir. Donc là, il fait de la com. Et on ne saura jamais si dans les vestiaires, il y a une discussion entre quatre yeux en disant attention, mon petit gars, ce que tu as fait, là, tu me le refais plus parce que c'est pas acceptable. Ça m'a obligé à sortir devant la presse pour, voilà, pour communiquer sur ça. Et ça, c'est pas bon. Même chose pour les autres joueurs. On pourra pas savoir si peut-être en catimini, il a pris un plomb par rapport à Léonie ou par rapport à Koto ou un autre cadre. On ne saura jamais. Par contre, là où je te rejoins à 2000%, et je suis tout à fait d'accord sur ton analyse et l'interprétation qu'on doit en faire, non pas qu'on peut en faire, mais qu'on doit en faire, c'est que moi, je trouve ça encore une fois anormal, même, je dirais, choquant et pas du tout acceptable qu'un gamin comme Fofana, qui, malgré ses 2 buts, sort en gueulant. Parce qu'au regard de ses prestations, alors on va dire oui, il a marqué 2 buts, mais heureusement qu'il a marqué 2 buts parce que sinon sa prestation, excusez-moi du peu, elle aurait été calamiteuse. Et que ces 2 buts ont un peu fait en sorte qu'effectivement sa prestation elle est sortie honorable. Mais moi, plutôt que de gueuler de sortir, j'aurais remercié mes 10 000 fois le coach Ouzaï de m'avoir mis titulaire, d'avoir osé au regard des prestations qui sont les siennes depuis qu'on a on a le retour de Fofana, d'avoir mis Fofana titulaire. Alors on va dire oui, on n'est pas à l'entraînement, on voit pas ce qui se passe. Mais moi je m'en branle moi de l'entraînement. Moi ce que je vois, moi c'est que s'il n'a pas un petit peu d'analyse critique sur sa prestation, pour avoir la lucidité de se dire bon bah ok j'ai marqué 2 buts mais bon en dehors de ça j'ai pas été terrible donc je me la fais un peu voilà un peu d'humilité, on revient toujours à la même base hein, le même ingrédient, humilité, c'est-à-dire que il devrait remercier Ouzaï de lui avoir fait confiance, d'avoir été titulaire déjà et d'une, et après bah tu fermes ta gueule parce que si ta prestation elle est pourrave, et ben tu sors avec la tête basse et tu remercies le public de t'applaudir parce que tu as marqué 2 buts. Mais c'est pas comme ça que ça se passe parce qu'on est jeune, on est gonflé d'ego, voilà, on croit qu'on est on est mis sur un piédestal parce qu'on a l'impression que sans nous, en fait, finalement, il n'y a pas de collectif et puis d'équipe,
avec les absents, Nakamura, hein, voilà, tout ça, vous savez tous ce qui se passe avec les blessures d'un tel ou d'un tel. Et à un moment donné, on les met comme des gamins qui sont des gamins qui sont indispensables, indispensables. C'est ça le problème. Et eux, comme ils sont jeunes, ils le croient. C'est ça le problème. Ils le croient. Non, personne n'est indispensable. Certainement pas eux. Et c'est ça le problème. Et à un moment donné, c'est une éducation, ça. Donc, s'il n'y a pas un vieux briscard, effectivement, je te rejoins, Chris, qui va pas l'engueuler sur ce qu'il a fait, mais qui va lui expliquer, attention, attention, il y a des erreurs à pas commettre quand tu es professionnel. Être professionnel, c'est sur le terrain une prestation technique, tactique, physique, mais pas que. C'est aussi un comportement. Parce qu'il y a des gamins qui te regardent là dans les tribunes. Il y a des gamins qui vont te voir à l'entraînement. Il y a des gamins qui t'écoutent. Tu les vois même pas, ces gamins qui t'entendent ou qui t'écoutent. Mais eux, ils t'entendent. Donc, c'est une responsabilité. Et c'est ça le problème, c'est que ces gamins-là n'ont pas pris la mesure de la responsabilité que ça engendrait d'être un footballeur professionnel. C'est tout. Concernant l'épisode Fofana, on a un commentaire qui nous dit que Fofana se serait excusé directement après le match au vestiaire. Voilà pour... Bah, moi, il est au moins ça prouve son intelligence, c'est très bien. Parce que encore une fois, comme je l'ai dit pour, le petit Diarra Souba, il y a des erreurs potentielles, il y a des erreurs possibles, tout le monde fait des erreurs, tout le monde. Et c'est pas un drame et c'est pas un crime. Simplement, il faut avoir l'humilité, encore une fois, de reconnaître qu'on s'est trompé, de se dire: «Merde, putain, j'ai merdé», de s'en excuser et puis les fois suivantes, d'avoir un comportement qui démontre qu'on a vraiment envie de s'excuser et puis de se faire pardonner, quoi. C'est aussi simple que ça. Et les gens, comme ils sont tous intelligents et pas des idiots, parce qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, hein, les gens sont pas idiots, hein. Il y a un moment donné, évidemment, quand on voit un peu de sincérité et puis se met à culpa, qu'on soit jeune, qu'on ait 20 ans ou qu'on ait 40 piges ou 35, hein, parce qu'à 40 piges, normalement, on joue plus au foot, hein, sauf quand on joue à Nice. Mais à un moment donné, je vous dirais: «Bah ouais, ça passe, quoi». Il y a pas de souci, il y a pas de sujet ni de souci. On s'excuse et puis on passe à la suivante, hein, et c'est des gamins qui ont du talent. Donc pourquoi voilà, on va pas faire une tempête dans un verre d'eau, mais par contre, c'est très bien de le reconnaître et ça serait très bien maintenant de le démontrer. En soi, moi, je la comprends, la frustration. Alors, je l'excuse pas du tout, hein, mais t'es dans un moment super important. T'es joueur, t'es jeune surtout, parce que Yaya Fofana, c'est encore un jeune joueur. Il a envie d'aider l'équipe. Et donc, alors le fond, je le comprends, mais c'est en fait, la forme est bien évidemment à blâmer, hein, parce que si, tout le monde commence à contester le fait qu'il sorte, surtout que, là, en fait, c'est pas un choix, où on se dit: «Ouais, lui, il est pas bon». Non, là, c'est un choix de nécessité. On a un arrière droit qui manque et Yaya Fofana, c'est peut-être le joueur du milieu qui défendra peut-être le moins. Parce que, en fait, le staff technique a suffisamment de données statistiques pour, pour prendre la décision de, sortir Yaya Fofana sur le moment. Puisque, en fait, c'est au moment où, le rouge est donné et au moment où, Gentry, Mamboukou rentre, il doit y avoir, allez, 1 minute 30. Ils doivent avoir 1 minute 30 pour, préparer le changement. Donc, en soi, oui, je peux comprendre la frustration, même si je ne l'excuse pas. Et d'ailleurs, si, on n'était pas dans le vestiaire, hein, donc, je saurais pas dire, même si, tout nous prouve, qu'il s'est excusé. Mais si c'est effectivement le cas, oui, bien évidemment, je salue l'acte, d'intelligence, mais, bien évidemment, comme, le dit Johan, faudra voir sur les matchs suivants, voir si les excuses étaient sincères ou si c'était pour, pas se mettre tout le monde à dos, directement et en fait, justifier le fait de s'être énervé, ce moment-là. En tout cas pour, la première conséquence la première cause, je pense, de ce type de changement et de rouge, c'est, bien évidemment le manque de tonton au milieu de terrain. On n'a pas de 6 remplaçants. Enfin si, le 6 remplaçant, c'est John Otomewo, mais qui a été préféré, Théo Léoni lui a été préféré.
Si John Otomewo ne démarre pas le match face à Annecy, ça veut dire que soit Nicolas Usaï attend un renfort qui tarde à arriver, soit, John Otomewo n'est toujours pas prêt à démarrer un match et ça commencera à devenir, quelque peu inquiétant, puisque, ça fait maintenant enfin, ça fera un mois, dans une semaine, hein, puisque le match est lundi prochain qu'il est avec nous et en fait, s'il n'arrive toujours pas à être en bonne condition athlétique après un mois au club, heu et avec quelques matchs de championnat pour se mettre en rythme, là, ouais, ça commencera à devenir assez, enfin, moi, personnellement, je commencerai à m'inquiéter s'il est toujours pas prêt à démarrer une rencontre. Après, je peux comprendre aussi que le coach ne veuille pas le brûler, mais par la force des choses, pour l'instant, c'est le seul 6 de métier que l'on a puisque, Théo Léoni n'est pas un 6, c'est un 8-10, OK, mais enfin, un 6 pour dépanner en fin de match, pourquoi pas, mais c'est globalement pas un 6. En tout cas, c'est pas le mec qui va venir, casser une action, qui va venir, mettre le coup d'épaule, mettre le pied qu'il faut, bref, le joueur qui se prendra des cartons jaunes, un peu à la manière d'un Lopi à Almeria ou même quand il était chez nous ou plus pour les plus anciens à qui ça pourrait parler, un milieu type Danielson da Cruz, type Grégor Krychowiak, type, Alexis Romao et compagnie. Donc ça, c'est vraiment milieu qui te manque avec le départ, le départ. La blessure de Maury, c'est vraiment le seul, poste qui peut te manquer. Alors bien évidemment, on me dira un défenseur central, mais on a un joueur qui devrait revenir qui s'appelle Joseph Okumu, ou même si, physiquement, c'est un peu galère de compter sur lui, toute une année, il a visiblement ce niveau qui te permettra de compter sur lui, les 3 quarts de la saison, en tout cas on l'espère. Et il y aurait peut-être ce poste d'ailier droit aussi où, voilà, on a 2 jeunes pour, combler le poste, j'avais vu dans une vidéo, ferait presque regretter le transfert de Tiemoko Diarra. Mais finalement, enfin, Tiemoko Diarra, c'était de la même veine, donc quand on regarde l'année dernière, donc c'est pas si déconnant de l'avoir sorti, surtout que, il lui restait plus qu'1 an de contrat, donc c'était vraiment le dernier moment pour avoir un petit peu, d'argent sur, l'investissement que tu avais fait, à l'époque, quand il était arrivé de l'AFE. Mais ouais, ce poste d'ailier droit qui te manque, globalement et ce poste de numéro 6 où si tu as envie de jouer, sur un 4-3-3 pointe basse, il te faudra à minima un tuteur pour John Otomewo puisque, Morick Bané, on va pas se mentir, hein, si le club a fait un t-shirt concernant Mori, c'est qu'il est out pour toute la saison. Donc moi en tout cas, je ne compte pas du tout sur Mori cette saison et il faudra pas s'attendre à le voir avant le retour, enfin avant la prépa de l'année prochaine. Donc, si tu veux avoir réellement des ambitions de très haut de tableau, voire même de monter direct, il va falloir recruter et notamment à ce poste de numéro 6. Alors, je me permets d'intervenir sur Oui. le cas de Fofana. Je vais pas répéter tout ce qui était dit, parce que le constat est le même de mon côté. Je vais juste tirer une conclusion à tout ça sur ses comportements, etc. C'est que, effectivement, ça fait preuve d'un manque de cadre et d'un manque de. On va dire qu'il manque vraiment quelqu'un pour les remettre en place, ces jeunes qui se croient tout permis et qui se croient être le moteur de l'équipe. Et je vais juste justement tirer cette conclusion, c'est que en fait, on se rend compte que lorsque l'équipe elle gagne, il y a un minima un peu de joie et l'équipe est un petit peu solidaire, on va dire. Et que quand il apparaît des vraies difficultés et que quand il faut assumer ce statut de leader, que ça soit personnel ou collectif, il y a tout simplement l'image que l'équipe implose. Voilà. Hugo, si tu as des choses à évoquer?
Non, bah, je vous écoutais, je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur Fofana. Avant que Johan en parle, j'allais évoquer justement les propos de Gisaï en conférence de presse qui avait tenté d'éteindre l'incendie, donc c'est pour ça que je suis pas intervenu. Mais je pense que aussi que c'était un peu plus de la com, et je n'imagine si Fofana s'est réellement excusé, j'imagine quand même que dans le vestiaire, que ce soit le coach ou le staff, je pense quand même qu'il a pris une réflexion, parce que je pense que tu peux pas faire ça, même si voilà, Gisaï a tenté d'éteindre l'incendie en conf. Je pense que voilà, il faut recadrer, mais si Fofana s'est excusé, tant mieux. Je sais pas s'il reste des choses à évoquer sur ce match entre le Stade de Reims et Dunkerque. Je pense qu'on a globalement été complet sur le sujet. Petit point mercato, parce que oui, on a appris dans la journée que le Stade de Reims avait approché le meilleur buteur du dernier mondial U17, qui est Seydou Dembélé, jeune malien de 19 ans, formé à la prestigieuse, pardon, j'avais perdu le mot, Académie Jean-Marc Guiou de Bamako, au Mali. Il devrait nous rejoindre. Je vais pas citer les clubs qui ont été cités dans l'article, parce que, enfin, j'ai l'impression que plus c'est gros, plus ça passe, hein. Oui, Barcelone, Chelsea et consorts, enfin, si le joueur est réellement ciblé par ce type de club, et qui signe en Ligue 2, c'est qu'il y a c'est qu'il y a un petit problème. Bon, en tout cas, on aurait réussi à convaincre le meilleur buteur du dernier mondial U17, ce qui est en soi une bonne chose. Après voilà, hein, personnellement, hein, je pondérerais le fait que, c'est très bien pour, de la catégorie U17. Maintenant, il faut voir, par la suite, le développement du joueur, et bah, s'il est amené à évoluer avec le groupe pro, ne pas le brûler, directement, parce que, si vous lisez des articles, oui, c'est un énorme prospect. Maintenant, bien évidemment, un énorme prospect ne veut pas dire un énorme joueur. Je sais pas si vous avez, Et oui, moi j'ai une question. À combien, est-ce que c'est fiable? Est-ce que ça a été, vérifié? Mais à combien s'élèverait le montant de l'investissement pour ce petit gamin, ce petit joueur? Est-ce que tu as connaissance d'une somme peut-être? Ou pas? alors, j'ai cru lire sur, bah, pareil, hein, sur la plateforme, sur laquelle nous sommes, on serait sur une somme à 2 millions, avec quelques petits bonus. Mais la source de cette, mis à part le fait de relayer, mais la source, originelle, on la connaît ou pas? Alors, la source originelle, je l'ai envoyée tout à l'heure, ce serait C'est alors Foot Mercato qui a annoncé l'info ce matin, et oui, et les 2 millions d'euros, ça vient d'un journaliste du site Africa Foot. Africa c'est Foot, ça, d'accord. OK, Drissa donc Traoré de Africa Foot. OK, donc bon, à prendre, avec des pincettes, hein, évidemment, avec toute, la mesure qu'on doit avoir pour la vérification des sources. Mais si c'est réel, hein, si c'est avéré en tout cas, la question que qu'on est en droit de se poser, c'est, pourquoi mettre, potentiellement 2 millions sur un joueur entre guillemets qu'on considère évidemment pas, exploitable tout de suite, avec tout le risque que ça suscite avec la formation, hein, et la post-formation évidemment, hein, parce que c'est pas une science infuse. Et pourquoi ne pas mettre 1 million sur, ne pas avoir mis 1 million sur Pierret? Qui nécessitait en tout cas qui était, le joueur avec, qui remplissait on va dire, la case, pour le besoin urgent par rapport à la blessure de Jeban, par rapport à ce poste de numéro 6 évoqué il y a quelques instants. C'est cette problématique, moi, en tout cas, ce delta qu'il y a entre l'investissement, encore une fois dans le trading potentiel avec, on n'est pas dans le même sujet, hein, évidemment, hein. Là, on est pour faire du fric ou, on est pour, remplir et honorer un projet sportif? C'est quoi le sujet là, en fait? C'est pour ça que moi, j'ai un peu de mal à comprendre, en fait, là où on veut nous emmener, hein, sur ces pépites qui brillent, mais qui sont pas forcément en diamant brut, hein. C'est pour ça que moi, ça m'exaspère un peu, toute cette com bling bling autour de ces pseudo pépites. Alors, encore une fois, hein,
on a eu des pépites, hein, ça existe, hein, fort heureusement et tant mieux. Mais il faut pas nous servir la soupe à chaque fois et avoir un peu de cohérence entre un projet sportif de l'instant, dont on a besoin, nous, supporters du Stade de Reims, pour remplir nos vies, tristes et monotones et ces investissements-là, voilà, sur la durée, avec ce trading, avec ces joueurs que tout le monde s'arrache là. Ça me fait penser à Roberto Carlos là, qui est venu chez nous, signer arrière gauche il y a quelque temps et dont j'ai plus de nouvelles d'ailleurs. C'est dommage parce que ça avait l'air d'être un gamin brillant, et gentil, hein, comme souvent, hein. Mais pour le coup, qui s'est dilué dans le temps avec les blessures, avec, une inadaptabilité, pardon, au jeu un petit peu européen et c'est triste parce que ça ressemble un peu, hélas, à, ce que certains appellent un petit peu le trading. Voilà, on fait venir des gamins, par dizaines et puis peut-être que par centaines, même des fois, en prenant évidemment tous les clubs en compte, hein, et que parmi ces 100 gamins, 200 gamins qui sont venus, pour, voilà, espérer devenir des joueurs brillants, footballeurs professionnels, il y en a peut-être quoi? Même pas 5% qui vont avoir une petite carrière. Et c'est ça qui est un peu, difficile à digérer, c'est que ces gamins, ils quittent tout pour essayer bah, voilà, de percer parce qu'on leur fait croire plein de choses et puis au final, eh ben, voilà, ça fait pchit, quoi. Et moi, ça me gêne un peu. C'est ça ce côté un peu, voilà, Eldorado, moderne, là, avec le foot business qui m'attriste. Et t'as posé une question, Johnny, avec un peu d'humour, mais on sait tous pourquoi ce genre de joueur, ça arrive au Stade de Reims. C'est effectivement juste pour le pognon. Il y a trois possibilités. La première possibilité, le gamin, il éclate pas. Il est plus bas que moyen. Et là, il va faire des prêts de club en club. Voilà, on sait comment ça se passe, hein. S'il est moyen, il finira au Stade de Reims. Et s'il est bon, on va dire, s'il fait 6 mois de bien au Stade de Reims, au bout de 6 mois, on le verra plus. Donc, comme tu l'as laissé entendre, sportivement pour nous, d'avoir ce genre de joueur, on en a honnêtement absolument rien à foutre. Parce que de toute manière, on va le voir jouer très peu. Soit qu'il sera vite prêté, soit s'il reste, c'est que c'est pas bon. Et ça me fait penser, on va dire, à un Tia, hein. Voilà, Tia qui pour moi n'est pas un bon joueur, hein. On nous l'a vendu comme une star. Pour moi, c'est pas un bon joueur, c'est pas un joueur qui pèse, on va dire, sur un match. Même si là, il a marqué un but, et il est placé, ok, il a un super ballon du latéral gauche. Euh, mais Guindo, mais à part ça, voilà. Enfin, mais honnêtement, ce genre de joueur, mais je m'en fous. Mais je préférerais 100 fois qu'on me dise qu'on va recruter un joueur de 28 ans qui va être opérationnel tout de suite, qui vient pour s'impliquer au Stade de Reims et qui va venir pour 3 saisons. Enfin, quand je dis 3 saisons, c'est voilà minimum qui joue 3 ans chez nous et puis qu'on puisse construire autour de lui. Enfin, je veux dire, moi, je m'en fous de ce joueur. Enfin, personnellement, pour Caillot, ça va lui remplir ses poches. Mais voilà, encore une fois, sportivement, ça nous apporte absolument rien. Concernant Mikey de la Cruz, Johan, je posais la question, il est rentré au pays, en Équateur. Il joue actuellement dans un club de milieu de tableau de première division Le FC Quito. équatorienne. Le FC Quito, non? Non, c'est le Leones FC. Ouais, je plaisantais, ouais. Mais vous voyez, donc la boucle est bouclée, quoi. Voilà, un petit séjour en Europe pendant 4 5 ans, en faisant croire que voilà, on avait la pépite que le monde entier s'arrache. Et puis au final, c'est l'exemple que ça m'a donné, moi. Enfin, quand j'ai lu l'article, c'est exactement à lui que j'ai pensé. Mikey, voilà, Mikey de la Cruz, exactement. Mais c'est triste, hein. C'est triste parce que le gamin, il est venu en Europe, il a dû quitter père, mère, famille, voilà, pour vivre un Eldorado, pour au final rentrer chez lui et puis, alors j'espère qu'il a pris un peu d'argent au passage, j'ose espérer, à minima, hein, pour lui et sa famille, mais c'est des histoires qui peuvent être un peu tristes. Après, à sa décharge, hein, bien évidemment, le foot est d'un côté, mais il a vécu vraiment, enfin, il a mal vécu son passage en Europe, il a fait une dépression et il a eu un drame familial pendant qu'il était à Reims. Donc, c'est pour ça que, en grande partie, malheureusement, ça n'a pas aidé à la performance. Et puis À les deux l'époque. prêts, les deux prêts de merde dans lesquels l'a envoyé le club, hein, soyons honnêtes.
Ça a pas du tout aidé à le relancer, à mon avis, hein. Quand tu le prêtes au fin fond de la D1 luxembourgeoise et de c'était quoi l'autre club? C'était Aubagne ou Marignane? Je sais C'était plus, Marignane Gignac. en National 2. Bon, les fameux prêts de développement là, hein. C'est bien Marignane, j'y habitais pendant plusieurs années, je vous assure, c'est une super village, un gros village, près de Marseille, voilà. Mais non, je Oui. déconne, hein, c'est vrai que Marignane, par rapport au Stade de Reims, on est d'accord, faut pas se la raconter, hein, c'est pas du tout le projet. Mais au moins, il était en France, quoi, voilà. Là, pour le coup, c'est vrai qu'au fin fond du Luxembourg, j'imagine que son projet sportif, il devait un petit peu enfin, battre de l'aile, quoi. Même si Marignane, évidemment, on n'est pas sur des clubs de Ligue 2 ou de National, hein, mais bon, Mikey Delacruz, ça a été, c'est pas tant son parcours, entre guillemets, moi, voilà, c'est tout, ça arrive, hein, il y a des parcours qui sont chaotiques et puis qui sont empreints voilà, d'obstacles. Moi, ce que je condamne, à mon petit niveau, hein, encore une fois, ça n'engage que moi, mais parce que je trouve un petit peu déplorable quand on est supporter, et j'en suis un, c'est toute la com autour. C'est cette disproportion. Alors on va dire, c'est l'essence même de la communication, hein, évidemment, de sublimer un peu les choses, de prendre des superlatifs et puis voilà, de rendre la vie belle. Mais ça devient incohérent totalement, quoi. Et encore une fois, par rapport à ce que je disais auparavant, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Parce que je veux bien qu'on nous vende de la lessive, qui lave plus blanc que blanc, hein, pour plagier un ancien comique décédé. Mais à un moment donné, on est aussi capable que plus blanc que blanc, bah, c'est gris, quoi. C'est pas blanc. Ou ça n'existe pas, c'est transparent. Il y a un moment donné, on est capable aussi de comprendre que quand on nous vend la superstar du monde entier, que tout le monde s'arrache, on est Stade de Reims, on n'est pas Barcelone, on n'est pas Liverpool, on n'est pas Paris, on n'a pas de thunes. Donc pourquoi on arracherait à ces clubs-là qui sont aussi dans les prospects pour pouvoir évidemment un petit peu assurer leurs arrières, parce que le pognon qu'ils dépensent, à un moment donné, je veux dire, c'est partout pareil, il faut aller le trouver, le pognon. Et donc, c'est aussi bien des fois de faire des investissements sur des gamins qu'on va former et qui sont évidemment des petits génies à 14 piges. Mais pourquoi ils iraient au Stade de Reims? Bientôt, on va nous dire que le FC Sochaux a réussi à dégoter, avec tout le respect que je dois à Sochaux et aux Sochaliens, hein. Je pense ce club, comme j'aurais pu parler de n'importe quel autre club, mais on va nous dire qu'il y a une pépite mondiale qui est à Sochaux, là, puis qu'elle va exploser, puis qu'ils vont prendre 100 millions dans la musette dans 3 4 ans. Non, il faut être réaliste. Qui croit ça maintenant? Qui croit ça? Donc, personne, plus personne ne le croit. D'ailleurs, il y a qu'à lire les commentaires sur les différents réseaux et comprendre que le supporter, il en a plein le cul, mais plein le cul, qu'on lui jette de la poudre aux yeux, en fait. Et ça devient juste insupportable. Non seulement le projet sportif, il est en train de se diluer dans le temps qui passe, et puis dans les confusions avec ces deux, trois équipes là, avec Elite et puis machin bidule chouette, on n'en a plus rien à foutre. Et il y a un moment donné, effectivement, on en a plein le cul de comprendre que au final, on nous vend de la soupe. Et on aimerait bien y croire, hein, mais sauf que bah, à un moment donné, je pense que tout le monde a eu un jour l'occasion de connaître l'histoire de Pierrot et le loup. À force de crier au loup, hein, et qu'il n'arrive pas, bah, c'est tout, hein, le jour où il arrive, bah, on se fait bouffer, hein. Et là, je crois qu'ils n'ont pas compris, en nous rabâchant toujours les mêmes choses, qu'à un moment donné, on n'y croit plus. Et quelque part, c'est dommage, parce que le jour où ça arrive vraiment, où il y a vraiment quelque chose d'intéressant sur un joueur ou sur un projet, quel que soit le truc, hein, parce que peut-être que leur projet, il est vraiment valable, hein, peut-être que le projet Elite et tout ça, c'est quelque chose voilà, qui est formidable, mais à force, c'est décrédibilisé d'entrée de jeu, parce que comme Keynes disait, trop d'impôts tue l'impôt, bah, trop de com tue la com. Et surtout quand elle n'est pas cohérente et surtout quand elle est à ce point, bling bling, quoi. Donc moi je lis même plus, en fait, ça m'intéresse plus. Moi, ce qui me désole aussi, c'est que ben, dans tous ces jeunes qu'on récupère et dans tout ce recrutement, on va dire, de merde qu'on peut faire depuis quelques années, parce que pour moi, c'est un recrutement de merde, hein. C'est juste, encore une fois, essayer de faire du pognon et en aucun cas on parle de sport, de sportif. C'est qu'il y a aucun joueur qui s'identifie au maillot du Stade de Reims. Alors on va me dire, oui, mais c'est partout pareil. Ben non, c'est pas partout pareil. Moi, je suis désolé, mais quand je vois des joueurs, alors moi j'ai parlé de Lens, qui pour moi n'est pas un très grand club européen, hein. C'est un club qui remonte depuis peu, mais les joueurs qui signent à Lens, ben, ils signent pour le maillot. Moi, je pense qu'une équipe comme Brest, quand il y a des joueurs qui signent à Brest, eh ben, ils signent pour le maillot et ils défendent les couleurs du maillot. Quand on va signer à Strasbourg, même si Strasbourg récemment ça a changé, eh ben, quand on signe à Strasbourg, on signait pour le maillot, voilà, et c'est en train un peu de changer. Et je pense qu'il y a des clubs comme ça où on a envie d'y venir parce que voilà, il y a un engouement, il y a quelque chose. Mais au Stade de Reims,
Tout le monde sait que de toute manière, tu vas venir et que tu vas venir pour peu de temps. Voilà, tu sais très bien que tu n'es que de passage. Et le passage, au stade de Reims, il peut être très très court. Voilà. Donc, comment tu peux t'identifier? Maintenant, tu penses qu'à ta gueule, tu penses qu'à te faire briller à un moment donné, et puis derrière, ben, c'est de faire repérer et puis pouvoir repartir le plus vite possible. Alors qu'on arrête de nous vanter les infrastructures du stade de Reims qui sont presque dans les 5 meilleurs, on va dire, de France, y compris avec la Ligue 1. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on arrête 30 secondes, quoi. Je veux dire, le joueur qui vient, il vient au stade de Reims avant tout, c'est effectivement pour jouer pour lui, pour se faire repérer, pour partir et pour après gagner de l'argent. Voilà, enfin, je veux dire, c'est comme ça que moi je vois les choses. Et donc, ce qui me désole, c'est que voilà, il y a pas un joueur qui vient pour dire, ben voilà, on va jouer pour le maillot, quoi. Je sais pas s'il vous reste des choses à évoquer globalement dans ce space, ou si on peut passer au top et au flop de ce match-ci. Eh bien, parfait. Concernant les tops et les flops, bah, Hugo, Chris, Johan, Raphaël, je vais vous demander dans cet ordre de données quels ont été vos meilleurs joueurs et vos moins bons joueurs du match. Euh, Au niveau des flops, ouais, j'ai envie de commencer par Koto quand même pour tout ce qu'on a dit. Évidemment, le souci de cadre, d'attitude dont on a très bien parlé lors de ce space. Je vais mettre au global, ils vont être deux un peu couplés, mais bah, le poste de numéro 9 pour l'instant, entre El Kashati et Soumano. Parce que là, on a Soumano qui a joué à peu près 60 minutes et El Kashati une trentaine. Voilà. Est-ce que c'est des joueurs qu'on utilise bien? Je sais pas. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas pour l'instant dans les deux profils qui me semblent être différents. Donc voilà. Et puis bah, mon premier flop, bien sûr, ce sera le carton rouge de Zohori. Même s'il fait un bon match, c'est vrai que c'est un peu le tournant du match pour moi. Et au niveau des tops, bah, l'entrée de Gadou, quand même le match de Rizzi Hulsmann. Et mon top 1, ce sera Guindo. Et au niveau je vais quand même envie de mettre un flop d'honneur pour Delaune, parce que voir le stade du haut fermé, quelle triste image quand on voit les championnats de deuxième division qu'on reprend ailleurs ces derniers jours avec des stades pleins, des tifos, etc. Et j'ai peur que ce soit comme ça toute la saison, donc ouais, je trouve ça une triste image de Delaune. Alors pour moi j'ai pas de top. Euh, L'attaque, pour moi c'était pas bon. Le milieu de terrain, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pas bon non plus. La défense, quand tu prends 3 pions et que tu fais autant d'erreurs défensives, tu peux pas avoir de top. Le seul que je mettre dans les tops, effectivement, c'était Guindo, mais bon à la fin il nous concède quand même le penalty. Donc voilà, il faut en tenir compte, hein. Donc pour moi, il n'y a pas de top. Et dans les flops, on pourrait en mettre un paquet, hein, mais je vais mettre Soumano pour tout ce que j'ai dit sur lui. Alors, il prend quelques ballons, mais il est souvent hors jeu hein, quand il prend ses ballons, donc l'action se termine. Après, j'ai le duo Zohori-Koto, un peu pour les mêmes choses, hein. D'un côté, c'est pour son carton rouge, et de l'autre côté, c'est pareil pour toute la partie énervement. Enfin, je veux dire, t'es capitaine. Si t'es capitaine, t'es là pour calmer le jeu et pas pour mettre de l'huile sur le feu. Et puis après, j'aurais quand même un flop pour Ouzaï, parce que constituer un milieu de terrain avec Léoni, Tia et Fofana, surtout en laissant Tia et Fofana, quand on a vu le match dégueulasse qu'ils ont fait à Clermont, et les reconduire, je dirais, sur un match, le match d'après, je trouve que c'est aussi une erreur. Alors après, on peut me dire qu'il manque du monde au milieu. On nous a vanté le joueur là pour remplacer Geban qui est rentré en fin de match, dont j'ai perdu le nom. À un moment donné, si on le met, on va dire dans le groupe, c'est que pour moi il est apte à jouer. S'il n'est pas apte à jouer, il doit pas être dans le groupe.
Un joueur comme ça, sur le poste qu'il a, il peut très bien rentrer au bout d'un quart d'heure, hein. Donc voilà, donc qu'on me dise pas aujourd'hui qu'il a pas la condition, qu'il a pas ceci, qu'il a pas cela. S'il a pas la condition, il va se la faire faire en équipe réserve, et puis on met quelqu'un d'autre. Mais voilà, donc s'il est là, pour moi, il pouvait jouer. Et j'aurais bien aimé voir un milieu de terrain avec lui, avec Fofana par exemple, et avec un Léoni un peu plus haut, parce que encore une fois, moi je considère que Léoni où il est le meilleur, c'est quand il est au niveau du milieu de terrain et en position haute, où il nous a montré les dernières qu'il pouvait apporter beaucoup de choses. Allez, pour prendre la suite, concernant mes flops, alors je vais être sévère avec le petit Dira Sumba, mais c'est son premier match de Ligue 2, donc quand on joue en Ligue 2 et qu'on veut prendre la lumière en Ligue 2, on accepte aussi de prendre la foudre, donc de se soumettre un petit peu, entre guillemets, au jeu des tops et des flops, et donc d'accepter d'être un top, mais aussi d'être un flop. Et pour le coup, ça a été un flop du match parce que pour moi, je persiste et je signe, hein, il a été l'élément déclenchant de la déroute rémoise et du basculement de la partie avec son excès de suffisance sur la phase de jeu où doublement il a fauté par un excès de jeunesse. Et puis son match n'a pas été très bon, même plutôt calamiteux, même dans les autres actions où il avait l'occasion de participer un petit peu activement sur les actions et l'animation offensive. Donc pour moi, ça va être mon flop numéro un. Mon flop numéro 2, pas très loin derrière, hein, parce que pour les raisons qu'a évoqué Chris, j'estime que Koto, quand on est un joueur de son envergure, de son expérience, et en plus qu'on a le brassard, on doit avoir le comportement qui va avec, et ça n'a pas été le cas. Pour mon flop numéro 3, Soumano, hein, pour les mêmes raisons qu'on a évoquées tout au long de ce space. Je tarde à lui trouver des qualités. Il en a certainement, évidemment, mais je tarde à lui trouver. Alors, j'ai hâte qu'il me fasse mentir parce qu'avoir recruté un neuf avec des références qu'il peut avoir qui sont plutôt sympas, ou en tout cas intéressantes, je les vois pas en pratique. Pour ce qui est de mes tops, effectivement, c'est compliqué quand on prend 3 buts à domicile, de trouver des points positifs. J'en ai pourtant trouvé. Alors, Guindo, hein, je pense que c'est, un point de très grande satisfaction. Je crois pas qu'on sera beaucoup déçu par ce joueur. Je crois qu'on sera même enchanté tout au long de la saison. Donc pour moi, ça a été mon top véritable. J'ai malgré tout, malgré quelques insuffisances, notamment pour le jeu au pied, j'ai bien aimé, évidemment, les interventions de notre gardien, Fritz, hein. J'ai du mal avec son nom, vous m'excusez, hein, mais ça va venir au fur et à mesure. Donc je pense qu'on peut se réjouir de sa prestation, malgré son carton rouge. Je veux pas le condamner, même si c'est un idiot d'avoir fait ça, c'est maladroit, hein, plus que méchant. Mais j'ai bien aimé la prestation de Zahouri, parce qu'en fait, il a été rassurant et je lui ai trouvé des qualités de placement qui étaient intéressantes et de déplacement aussi. Donc, voilà, je me raccroche un peu à des points positifs. Mais sinon, évidemment, Darami, hein, avant sa blessure, c'est le seul danger du club au niveau de l'attaque et c'est clairement le seul danger parce que le reste, c'est prévisible et puis c'est trop lourd ou c'est trop long ou c'est trop lent ou c'est trop brouillon. Lui, pour le coup, dès qu'il touche le ballon, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Donc j'espère que sa blessure sera pas très long. Et donc j'en profite pour mettre un flop d'honneur à la communication du club. Parce que même si on est dans le secret médical, à minima, je l'entends, mais même si on n'est pas en mesure de dire c'est... Ah, on a eu un petit bug. On a eu un petit bug avec Johan, avec Raphaël aussi. Hop, je rajoute Raphaël comme intervenant. Je vais juste attendre le retour de Johan parce qu'il n'a pas pu finir son propos sur Mohamed Darami, ce qui est un petit peu dommage. On est désolé, hein, pour les petites sautes de connexion internet, hein, qui peuvent intervenir.
Bon, il a pas l'air de revenir pour l'instant. Raphaël, je vais te laisser donner tes tops et tes flops et je redonnerai la parole à Johan évidemment s'il revient, bah, après tes propos, pour qu'il puisse, finir, sur Mohamed, Daramy. Ouais, merci. Alors en flop, numéro un, Samuel Coto, puisque au vu des responsabilités qu'il a et du rôle qu'il devrait avoir dans l'équipe, dont on a parlé toute la soirée, je pense qu'il doit faire beaucoup mieux, notamment sur l'erreur de gamin de 12 ans qui amène le premier but. Second flop, je dirais Soumano, par rapport aux attentes que j'avais sur lui en début de saison. Comme, John l'a très bien dit, il a des références qui sont intéressantes, mais, pour l'instant, dans le jeu, c'est tout sauf intéressant, on va dire. C'est très mauvais. En top, pardon, je dirais, Daouda Guindo, même, s'il provoque le penalty à la fin, il fait encore un match, très correct et je pense qu'il va continuer sur sa lancée. En second top, je dirais, Ritzy Ousmane, parce que même si tu concèdes 3 buts, dans un match comme ça, généralement, tu peux pas être considéré comme top, mais je pense qu'il nous a sauvés, parce que sans lui, on peut en prendre, 5 ou 6 facilement. Notamment, il nous permet de conserver, le match nul à la mi-temps. Et puis, pour les tops, je terminerai par Zouri, même si, le carton rouge, de frustration est totalement débile et nous met dedans, clairement. Donc, voilà pour mes tops et flops. Bon, bah, je vais donner les miens puisque malheureusement, on a visiblement perdu, Johan qui a dû se faire, censurer pour, ses propos, sur Mohamed Daramy, ce qui est fortement dommage. Bref, sinon je vais commencer par le négatif, il y en aura 3. La rentrée de Tidi Diarra, pour tout ce qui a été évoqué. Même, enfin OK, il y a 2 erreurs, mais derrière, ensuite, j'avais pas trouvé sa rentrée, si folle que ça. Ensuite, on a la partie de Zouri. Alors oui, OK, c'est bien, il amène, enfin, il rassure défensivement ou quoi. N'empêche que, bah, celui qui te fait terminer à 10 contre 11 et qui, bah, sur le centre, qui amène le penalty, fait qu'on est un de moins et donc bah, peut-être à un de plus, il y aurait peut-être eu, ce joueur pour contrer Lenny Vallier, qui a dressé un bon centre et qui a fait, que Daouda Guindo a fait cette faute et pour le dernier, bien évidemment, comme, tout le monde, Sam, Koto, où, je ne reviendrai pas dessus. Concernant le positif maintenant, je dirais le côté offensif de Daouda Guindo. Ça faisait très, très longtemps que j'avais pas vu, des joueurs centrés comme ça chez nous. Heu, je pense que le dernier joueur qu'on a vu, c'était Junya Ito, qui pouvait te claquer des centres, précis comme ça et où le joueur n'avait plus qu'à mettre sa tête en opposition, c'était but. Allez, peut-être Teddy Thomas l'année dernière. J'abuse peut-être un petit peu. Hem, le second, ce sera la mi-temps de Mohamed Daramy, qui malgré, le fait qu'il se pète en fin de première mi-temps, ça a l'air d'être une pointe à l'ischio. Bon, on verra la durée, de l'indisponibilité, qui risque d'être, trop longue, pour, ce côté gauche du stade de Reims qui en a terriblement besoin, même si Aaron Gadou a fait le job en seconde mi-temps et bah, le seul qui pour moi fait une partie, complète du début à la fin, même s'il prend 3 buts, c'est Ritzy Hulsmann. Des arrêts des arrêts de bonne classe. Alors oui, le jeu au pied reste perfectible puisque pour l'instant il n'a qu'un pied. En tout cas, les relances du pied gauche, seront à améliorer. Maintenant, voilà, il sauve, en tout cas, c'est bien pour ce qu'on l'a recruté. Un bon save maker, maintenant il faudra qu'il prouve qu'il soit un peu plus qu'un bon save maker puisque, bah, Ewan Jawen a prouvé qu'il était plus qu'un save maker mais, vraiment genre décisif
quand on avait besoin de lui sur 1 ou 2 actions et je pense que, sur certains matchs cette année, on aura, seulement 1 ou 2 actions à contrer donc voilà. Mais en tout cas, sur ce match-ci, Rizzy Hulsman mérite, amplement sa place de numéro 1. Ça fait 1 heure et demie qu'on est ensemble, c'était enfin moi pour moi, c'était un plaisir de parler avec, tout le monde. Je vais remercier Hugo et Johan qui ont eu, quelques bugs je pense, et qui ont dû nous quitter, précipitamment. Je vais remercier tous les auditeurs qui nous auront écoutés, que ce soit en live ou en replay, même ceux, et je félicite ceux qui sont enfin ceux qui ont été présents du début jusqu'à la fin. J'en ai vu 2-3 qui ont été présents du début jusqu'à la fin, donc merci à vous d'avoir fait l'heure et demie avec nous. Je vais remercier Chris et Raphaël d'avoir pu rester, jusqu'au bout, de ne pas avoir eu de bug. Je vais remercier notre ami de VDT de nous avoir diffusés et on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouvera très certainement le mardi puisque, le lundi, ce sera jour de match, donc on se retrouvera très certainement le mardi à 20h. D'ici là, je vais vous souhaiter une très, très bonne semaine, un très bon prochain week-end de foot et une très bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.